Bonjour, bienvenue sur ce webinaire autour de DriveWorks, sur les nouveautés qui ont eu lieu cette année sur DriveWorks, donc 19 et 19 SP1. Donc sur ce webinaire, comme d'habitude, vous pouvez effectivement poser vos questions. Il y a un petit champ questions, donc vous pouvez les poser, il n'y a pas de souci. J'y répondrai soit directement si j'ai le temps d'y répondre, soit j'y répondrai à la fin. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau sur ces nouveautés DriveWorks 19, 19 SP1? Alors, vous savez, DriveWorks 19, hein, c'est pas parce que c'est version 2019, c'est bien parce qu'effectivement, on a sur un numéro de version et qui correspond pas à l'année comme SolidWorks. Donc, on est sorti sur DriveWorks 19 et 19 SP1. Je dis bien les deux 19, 19 SP1 parce que contrairement par exemple à SolidWorks, sur DriveWorks, vous avez potentiellement des nouveautés. Alors, vous avez beaucoup de nouveautés sur chaque version majeure et vous avez des nouveautés aussi sur chaque service pack. Donc là, on va suivre les nouveautés qui ont eu lieu sur la version 19, donc qui est sortie depuis le mois de mai, je crois, et SP1 qui est sorti là en septembre, il me semble, octobre peut-être. Ah bon. Donc c'est l'occasion de revoir toutes ces nouveautés. Ok, alors. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pour ces nouveautés? On va voir ça en quatre grandes parties. Ce qu'on appelle le General Announcement, donc les nouveautés de manière générale sur la version 19, puis ensuite une partie avec les nouveautés sur le design automation, donc plus concrètement ce qu'on a par rapport au pilotage du 3D SolidWorks. Ensuite, les nouveautés sur DriveWorks Live et le DriveWorks 3D. Puis ensuite, les nouveautés sur les outils DriveWorks User, DriveWorks Autopilot et ce qu'on appelle maintenant, ce qui s'appelle les Drive Apps, ce qui a été introduit en réalité en 18 SP2, en SP1 c'était en bêta, en SP2 c'était vraiment sorti. Et c'est vraiment cette année qu'on commence à les utiliser, à les regarder. Je vous montrerai ce que c'est. Alors, donc déjà, commençons par les améliorations de manière générale. Donc première chose, dans DriveWorks, si vous allez sur le Rule Builder, petite chose, hein, vous avez possibilité d'afficher tout ce qui est numéro de ligne, ce genre de choses. Alors, je vais vous montrer ça. On va aller dans DriveWorks. Donc dans DriveWorks, ici j'ai un projet. J'ouvre le Design Automation. Hop. Ok. Effectivement, si on va sur des variables, on va trouver une variable. Pardon, je suis sur une table. On va trouver une table. Très bien, celle-ci. Voilà. C'est pas très connu, mais vous avez la possibilité d'aller dans les settings dans DriveWorks. Il y a pas mal de choses. Moi, j'avais modifié un peu. Je me suis permis, moi personnellement, de modifier un peu des couleurs. Voilà, pour que ce soit un peu plus visible quand on est sur des éléments qui sont juste du texte statique, les opérateurs, enfin des choses comme ça. Et voilà, on peut maintenant afficher le numéro de ligne. C'est bien pratique, ce qui vous permet d'avoir le numéro de ligne à cet endroit. Ok. Ensuite, des nouveautés sur les calculation tables. Vous pouvez directement insérer plusieurs lignes d'un seul coup sur les calculation tables. Si on va sur calculation table, on est un peu limité à chaque fois. Effectivement, on devait faire ajouter des lignes comme ça et de cliquer beaucoup de fois si on avait besoin de créer des grandes calculation tables. Maintenant, vous pouvez directement insérer par paquet de autant de lignes que vous le souhaitez. Voilà. Dans le data management, on va aller dans le data management 19. Voilà. Vous avez quelque chose qui permet effectivement de renommer les projets aussi. Alors, si j'ouvre mon projet, voilà, vous êtes là-dedans. Vous avez possibilité effectivement de faire un rename project. Préalablement, si vous êtes sur les anciennes versions, simplement il fallait manuellement renommer le projet, il fallait recréer les liens. Ensuite, via le data management, enfin, il y avait toute une opération pour faire ça. Maintenant, on peut directement renommer le projet. Et effectivement, si vous connaissez pas super bien le data management, c'est très pratique, surtout par rapport à toutes les DriveWorks tasks qui permet de faire, je vous conseille le pack and go, qui permet simplement de faire un backup de tout votre projet, tout votre groupe DriveWorks. Voilà, ça, je vous conseille vivement de le faire autant que vous le souhaitez pour garder des packages et des backups de vos projets. Puis ensuite, on a d'autres tâches. Voilà. Ensuite,
des nouvelles propriétés sur des contrôles, des hovers qui sont maintenant disponibles. Pareil, ça manquait un peu, surtout que maintenant on est de plus en plus à pouvoir faire des interfaces qui sont un peu sympas, qui soient sur du web. Désormais, voilà, vous avez la possibilité d'aller faire du hover là-dessus. Donc je vais vous montrer ça. Si on va sur un form design, voilà, donc vous mettez un bouton option tel que celui-ci. Voilà, vous avez des propriétés ici, des pictures, picture over, picture select. Et donc là, simplement, le hover, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous passez la souris sur un élément. Donc là, on le voit légèrement par défaut, le bouton option se met en bleu. Donc simplement, c'est pouvoir changer l'image quand on passe la souris sur un élément. On le voit très souvent hein, sur les boutons, ça peut être aussi sur les cases à cocher, généralement, nous on le faisait beaucoup avec les macro buttons. Effectivement, les macro buttons, il y a toutes ces notions de hover, de press. C'est tout ce qu'on a quand on arrive là-dessus et quand on clique, on voit que le bouton passe en bleu foncé. Ces choses comme ça, hein. Voilà. Donc voilà là-dessus. Petite nouveauté là-dessus. Donc petit exemple, hein. Et donc vous pouvez vraiment mettre les images que vous voulez parce qu'effectivement, des fois, les boutons de base, c'est pas forcément ce qui nous plaît le plus. Donc vous pouvez rajouter des images. Moi, je vous conseille, je vais souvent sur un site qui s'appelle Flat Icons. Vous avez plein d'icônes divers pour avoir des choses un peu plus sympathiques que les icônes classiques. Voilà. Et donc ça, nouvelle propriété sur les checkbox, les picture box et les option buttons. Ensuite, l'export form as template. Donc ça aussi, c'est super intéressant. Vous avez possibilité euh, depuis un formulaire. Donc, si vous êtes sur un formulaire, vous choisissez votre formulaire que vous avez créé. Voilà, on va sur, alors pas celui-là parce que j'ai rien du tout. On va retourner sur celui-ci. Sur ce formulaire-là, si jamais vous souhaitez le réutiliser dans d'autres projets, vous avez un projet et généralement vous dupliquez le projet pour faire une autre gamme, un autre produit. Vous pouvez faire export form as template. Donc ça permet d'exporter ce formulaire dans un template qui va être utilisable. On va l'appeler test. Test, très bien. Ensuite, vous choisissez l'emplacement de sauvegarde. Alors, à noter que par défaut, ça va se mettre dans le dossier des templates. Donc, c'est ce qu'on veut. Je vais juste vous montrer si jamais vous allez dans Form Template. Quand vous ajoutez un form, donc on peut le faire de manière classique, un forme vide. C'est pas très connu aussi, mais vous avez les templates à cet endroit-là. Là, vous avez pas mal de templates. D'ailleurs, bon, j'ai déjà mon test. Je vais donner un autre nom du coup. Et donc en fait, ça pointe sur un dossier sur votre ordinateur. Euh, et donc ce dossier-là, si on retourne là, c'est bien ce dossier qui est ici. Test 2, test 2. Voilà, faites next. Et ce qui est intéressant quand vous exportez ces templates, c'est que vous avez possibilité de aussi exporter des constantes, des variables, des tables, des calculation tables, des choses comme ça. Donc on peut faire intégrer un template qui vient pas seulement intégrer le formulaire, mais il vient intégrer aussi tout un tas d'autres informations. Donc les constantes, potentiellement, hein, votre template il a besoin de constantes pour fonctionner, donc vous pouvez les exporter. Donc on les coche. Les variables associées. Voilà, donc s'il y a des variables qui ont besoin de piloter ou qui sont utilisées dans ce template-là, vous pouvez les exporter. Tac. Les simple tables, bah, par exemple ici là, mon choix des pieds. Le choix des pieds ici, peut-être qu'effectivement c'est issu d'une table, donc bah, forcément il la faut avec parce que sinon bah, votre forme il est peut-être incomplet. Voilà. Calculation table pareil. Et ensuite, est-ce qu'on souhaite inclure avec d'autres contents? Basiquement, bah, si votre formulaire pareil, on a utilisé des images pour changer les macro buttons, pour changer les options buttons, que je vous ai présenté juste avant, bah, vous voulez peut-être aussi exporter les images avec pour que quand vous importez ce template, bah, tout vienne correctement, donc les tables, mais aussi les images pour les différents checkbox, les différents boutons, les différents sliders, différentes choses. Voilà, donc vous cochez ce que vous avez, ce que vous souhaitez cocher. Vous faites finish, ça vient enregistrer le template. Donc voilà, je vais pas le faire, mais voilà. Voilà là-dessus. Les webforms. Alors, les webforms aussi, c'est quelque chose qui est très peu exploité. Ça existait déjà, hein, mais bon, ça a été amélioré.
Ça a été amélioré d'une façon qui permet de créer quelque chose de beaucoup plus interactif avec ces webforms. Donc les webforms, un des gros avantages d'un webform, c'est qu'on va pouvoir finalement, dans notre projet DriveWorks, dans notre formulaire, on va pouvoir injecter du code HTML. Et qui dit code HTML dit qu'on va pouvoir injecter des trucs très custom, quoi, finalement, hein, très personnalisable. Donc j'ai un petit exemple. Donc on va aller ici, voilà. Donc là, on a un webform. Donc le webform, le webframe, pardon, je dis webform, mais c'est webframe. Le webframe, ça se trouve à cet endroit-là, hein. Donc vous l'intégrez. Voilà, vous donnez la forme que vous souhaitez. Et une fois que vous l'avez intégré, ce que vous pouvez faire, c'est sur la partie de droite, logiquement, vous pointez peut-être potentiellement vers une adresse web. En tout cas, c'est ce qu'on se dit généralement, c'est que ça permet de pointer vers une URL extérieure, externe, hein. Pourquoi pas encapsuler Google, la recherche Google dans votre projet, vous pouvez le faire en mettant l'adresse google.com, google.fr. Mais surtout, ce qui est là et devient très intéressant, c'est que vous pouvez finalement écrire une page HTML directement dans la règle ici URL HTML. Donc là, c'est ce que j'ai ici. Donc je suis allé chercher, hein. Basiquement là pour vous dire, je suis allé sur Google, j'ai tapé pie chart HTML et donc là je suis tombé sur un bout de code HTML, un bout de page HTML qui permet d'afficher un pie chart, un camembert, voilà. Et juste pour le petit exemple, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait vous affichez un camembert avec avec votre code HTML et vous avez la possibilité d'intégrer au milieu de tout ça des variables. Ce qui permet là d'avoir, si je me mets en mode test, d'avoir exactement mon pie chart ici, qui est interactif, tout ça, comme le fichier, le HTML, et d'avoir la possibilité, ouais, de piloter par, par ce slider. Et ça, un truc comme ça, graphiquement comme ça, dans DriveWorks, sans un webframe, vous pouvez pas le faire. Vous n'avez pas la possibilité d'intégrer un graphique de type pie chart directement. Alors, avant le 19, on pouvait se débrouiller pour faire quelque chose de similaire, mais c'était beaucoup plus lourd. En fait, vous pouvez déjà intégrer un fichier HTML en dur sur votre ordinateur, très bien, qui faisait la même chose. Sauf que pour avoir l'interactivité comme j'ai ici, là, hein, donc je déplace ça et ça se met tout de suite à jour, ça se met directement à jour. Pour avoir cette interactivité, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait passer par une macro qui réexporte le fichier HTML à chaque fois qu'on modifie quelque chose. Donc par exemple, pour les sliders, ça marchait pas parce qu'il fallait un slider, il fallait un bouton refresh qui mettait à jour le pie chart. Voilà, et ensuite, ça va afficher le nouveau pie chart sur le formulaire. Là, c'est ultra simple, vous avez juste votre contrôle qui vient piloter directement, qui vient inscrire sa valeur directement dans le fichier HTML, hein. Donc là, j'ai mis un petit et, hein, voilà, avec pourcentage return. Et puis l'autre côté, pour faire voilà, le moins 100, enfin l'autre, j'ai fait 100 moins pourcentage return. Et donc là, j'aurais pu donner un bleu, là, dans cet élément-là, hein, c'est simplement le texte qui s'affiche. Faites OK. Ouais, rouge. Alors j'ai inversé, évidemment. Bleu et rouge, donc le texte qui s'affiche ici. Donc voilà, c'est complètement customisable. Après, vous allez chercher sur Google le webform qui vous intéresse pour afficher ce que vous voulez, hein. C'est ça la puissance de cette chose-là. Voilà. Donc ça, pour le coup, au-delà de la nouveauté, ça permet aussi moi de vous montrer un peu des possibilités là sur des webforms qu'on intègre directement dans DriveWorks à cet endroit. Voilà. Une autre chose aussi qui est nouvelle, la gestion native des documents en format JSON. Euh, le JSON, c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus, surtout quand vous dialoguez avec des outils qui ont des API web, enfin des outils du web. Hein, c'est le JavaScript, je sais plus quoi exactement ce que veut dire JSON. Mais clairement, c'est un format de fichier qu'on voit de plus en plus souvent. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on bossait pas mal avec du XML, par exemple, dès qu'on voulait dialoguer avec d'autres outils. Plus ça va, plus on retrouve effectivement du JSON. C'est un format qui a tendance un peu à s'imposer. Et donc, pareil, pour constituer ce JSON, ce fichier JSON, vous pouviez déjà le faire sur les versions précédentes avant DriveWorks 19, mais il fallait passer par la création d'un fichier texte et en gros le créer complètement à la main
partir d'un fichier texte qu'on a enregistré en .json. Désormais, en fait, vous avez euh, un assistant qui vous aide à créer ce fichier-là. Donc, pour vous montrer ça, voilà, vous êtes dans Document File, quand vous faites Ajouter. Voilà, désormais, vous avez un JSON document. Voilà. Et donc là, pardon, j'ai cliqué au mauvais endroit. Tac. Je sais pas pourquoi, j'ai cliqué sur texte. On recommence. Texte 2. Voilà. Bon, il faudrait le format JSON et en fait, après, vous avez effectivement l'assistant que je vous montrais ici. Voilà. Donc là, c'était pour la partie tout ce qui est ce que j'appelle General Enhancement. Toutes les mises à jour sur le formulaire, sur des mises à jour de manière un peu plus générale. On va passer sur la partie Design Automation. Donc Design Automation, c'est surtout pas mal de choses à dire sur les fonctions maintenant qui sont pilotables depuis DriveWorks 19 et 19 SP1. Donc toutes les fonctions de tollrig, dès qu'on va faire des plis décalés, désormais vous pouvez les piloter. C'est des fonctions que vous ne savez pas piloter avec DriveWorks dans les paramètres avancés. Le pilotage, la table de pliage aussi. Si jamais vous vouliez sélectionner la table de pliage pour vous fichier tollrig que vous alliez générer, maintenant on peut le faire. La fonction surface de révolution qui peut être pilotée. Les contraintes de distance qui peuvent être pilotées en direction et en distance, si ce n'est pas le cas. Possibilité de piloter des filtrages cosmétiques. Possibilité maintenant dans les options, les paramètres avancés de la fonction extrusion de cocher, de pouvoir mettre en true ou false la mise en place de congés automatiques. Et ensuite, les contraintes maintenant aussi qui peuvent être pilotées, symétriques, coïncidents, parallèles, voilà. Pas mal de nouvelles contraintes qui peuvent être pilotées. Voilà. Ensuite, allons sur un autre pavé qui est aussi super intéressant, qui permet beaucoup de choses. Pareil, c'est des choses finalement, lorsque vous faites simplement la formation DriveWorks, ces choses finalement on rentre pas trop dans le détail sur ces choses, sur le Generation Task. Et pourtant, c'est un outil qui peut être très puissant et dans certains cas qu'on utilise énormément. Et il a été encore amélioré cette année. Il a été introduit dans DriveWorks en DriveWorks 14. Donc là, il a quand même 5 ans et voilà. Et donc il commence de plus en plus à être, il est déjà très intéressant et il devient encore plus intéressant. Alors, donc déjà, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans ce Generation Task? Je vais vous le montrer ensuite dans DriveWorks. Mais de nouveau, on va avoir la possibilité d'intégrer des nouvelles séquences. Les nouvelles séquences, c'est que jusqu'à maintenant, on pouvait simplement faire du pré-drive task. Alors, pardon, peut-être du post-copy, je sais plus, mais en gros, il y avait pré-drive. Non, il y avait peut-être juste pré-drive task et post-drive task. Désormais, vous avez le pré-copy task, le post-copy task, et le post-close task. Donc, ça, qu'est-ce que c'est pour un peu expliquer, peut-être ceux qui connaissent pas le generation task. Globalement, à chaque fois que DriveWorks va générer un élément, c'est tout ce qu'il va faire pour générer un élément. Donc, à chaque fois qu'il va créer, par exemple, vous avez un assemblage constitué d'une pièce, et ben d'abord, il va générer la pièce, et pour générer la pièce, il va passer par toutes ces étapes-là. Donc, ce qu'on a en grisé, c'est les étapes que peu importe DriveWorks fait à chaque fois. Et au milieu de ces étapes qui sont grisées, on sait rajouter des tâches supplémentaires. Et donc voilà, on peut faire des tâches avant que finalement DriveWorks commence à attaquer la pièce. Hein. Ensuite, on va pouvoir faire des tâches après qu'il ait copié. Donc là, j'ai cliqué sur un assemblage, mais après qu'il ait copié par exemple l'assemblage ou la pièce. Donc il n'a pas encore ouvert la pièce dans SolidWorks, on peut déjà faire des tâches. Ensuite, il a ouvert le document dans SolidWorks et là, donc on peut faire qu'il vient faire des tâches. Donc par exemple, potentiellement, avant qu'il commence à modifier la taille de cette pièce-là, ou les dimensions de cette pièce, peut-être qu'il faut aller rajouter, je sais pas, une fonction de bibliothèque. Ça, on va le faire. Donc ensuite, il fait ses modifications classiques. Hein. Donc là, il pilote les dimensions, il pilote les fonctions, les propriétés personnalisées, tout ça. Et ensuite, on peut faire des tâches après qu'il ait fait tout ça. Donc il a piloté son document et hop, on vient faire des tâches supplémentaires. Ça peut être changer des configs, pardon, hop, un petit peu en arrière. Piloter des configs, exporter en un certain format. Donc ça, en pré-drive, on peut peut-être exporter en step le fichier, puis ensuite on le réexporte en step pour voir, je sais pas si on veut faire de la comparaison de documents. Voilà. Et puis des tâches, après, une fois que le document s'est terminé, voilà, on veut copier le fichier, on veut exécuter une transition qui vient lancer d'autres choses.
Voilà, je sais pas, par exemple, on doit déjà modifier une pièce et ensuite on doit exécuter une transition dans le specification flow qui vient lancer une tâche, voilà, qui vient piloter certaines choses. Donc voilà déjà sur cette partie-là de manière générale. Et en plus de ça, bah, on a des nouvelles tâches qui sont disponibles. Alors, on a le set global variable. J'en parle, celui-là, il y en a plusieurs, hein, mais celui-là, j'en parle parce qu'il y a une chose effectivement déjà intéressante par rapport à ça. Dans le Pattern Assembly, c'est le global variable. Donc, les variables globales, c'est euh, c'est quelque chose qui est écrit dans le fichier pièce ou assemblage. Quand vous allez dans une pièce ou assemblage, vous allez dans les équations de cette pièce ou de cet assemblage-là, vous pouvez définir des variables globales. Et donc là où c'est intéressant, donc on peut en définir, mais on va voir aussi qu'on peut aller les lire. Et donc potentiellement, on va pouvoir faire certaines choses par rapport à ces variables globales qui sont écrites sur le fichier. Donc j'avance un petit peu, mais juste voilà, sur les conditions, sur est-ce que ça a une variable globale. Imaginons que vous avez des pièces de bibliothèque que vous souhaitez, ou des pièces, enfin, il y a des pièces que vous souhaitez piloter avec DriveWorks. Plutôt que de mettre des règles qui viennent, je sais pas, mettre des règles sur lire la variable globale qui est déjà écrite dans le fichier, et en fonction, tu fais des conditions, donc tu exécutes ou pas cette tâche dans Génération de Task. Donc ça ouvre pas mal de portes, ces variables globales qu'on sait lire et qu'on sait écrire dans les documents. Donc je reviens un petit cran en arrière. Dans les nouvelles tâches, on a aussi tous les exports qui sont possibles à export 3MF, AMF, IFC, STEP, STL à partir de Generation Task. On a le set shaded des wireframe image quality, donc changer la qualité d'image. Alors ça, c'est intéressant parce qu'imaginons que vous êtes sur la partie web et que vous voulez que SolidWorks il génère une image qui ensuite renvoie sur la partie web pour que l'utilisateur voit ce qui est en train de se générer. Peut-être que des fois, vous avez besoin de changer la qualité de l'image et d'afficher juste le wireframe. Voilà, pour juste avoir des traits sur votre document, avoir un côté juste filaire finalement. Ça peut être intéressant. Voilà, et toutes des nouvelles tâches qui sont voilà, des move files, copy files, etc. C'est tout ce qui est là. Alors juste pour retourner un petit peu dans DriveWorks, voilà, vous avez Generation Task, vous cliquez sur cette pièce-là. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, toutes les tâches sont ici. Donc vous avez juste à glisser, déposer une tâche, voilà, sur la zone qui vous intéresse. Et aussi une chose qui est intéressant à noter et qui est très utilisée, c'est la possibilité de faire des boucles. Donc là, par exemple, ça peut être moi j'utilise très souvent lorsqu'on a un assemblage et on veut insérer dans cet assemblage, alors là j'ai pas un assemblage d'ouvrière, mais part assembly, où est-ce qu'il est? Tac, 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 insert component, voilà. J'utilise très souvent quand en fait vous voulez insérer des pièces de bibliothèque et potentiellement une infinité de fois. Je l'utilise très souvent, je fais une boucle sur le nombre de fois où je souhaite insérer un composant, donc vous insérez votre composant et ensuite vous le placez avec des nouvelles contraintes que vous créez par le generation task. Donc il vient créer des coïncidences, des concentriques, des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'intégrer successivement, par exemple, des pièces de bibliothèque qui sont peut-être pas capturées préalablement dans SolidWorks ou qui sont pas, vous pouvez pas forcément les répéter parce que c'est pas une répétition. Peut-être que vous allez mettre une fois une pièce A, sur la deuxième boucle la pièce B, puis ensuite la pièce C, puis ensuite de nouveau la pièce B, qui peut être pilotée par un tableau, par exemple. Et ça permet en fait de rajouter une succession d'éléments, potentiellement une infinité d'éléments, dans un assemblage à partir de ce generation task. Et d'ailleurs, moi, même des fois, ça m'arrive de piloter des assemblages qui sont complètement vides. Donc, en gros, dans DriveWorks, je prends un assemblage qui à la base est vide, il contient aucune pièce. Et c'est simplement dans cet assemblage, on a juste besoin d'insérer des pièces de bibliothèque. On n'utilise que le generation task pour faire ces opérations. Voilà. Donc, celui-là, pas forcément très connu, très utilisé, ce generation task, mais en fait, on s'aperçoit qu'on en a beaucoup d'utilité. Et donc, c'est vraiment bien qu'il y ait plein de nouvelles choses sur ce generation task qui soient disponibles. Et même, je pense que toutes les possibilités, toutes ces nouvelles tâches qu'on a ici, on n'aperçoit pas encore toutes les possibilités que ça nous ouvre. Ok, continuons sur le 3D Enhancement et DriveWorks Live. Pas mal de choses aussi là-dessus.
on va dire du confort quand vous êtes en train de piloter un drive 3D. Le drive 3D, quand vous êtes en train de le piloter, potentiellement, voilà, vous sélectionnez plusieurs éléments, vous voulez modifier des choses. Voilà, maintenant vous avez trois petits points ici, c'était pas très clair. Si jamais vous avez des positions différentes, par exemple sur les deux pièces sélectionnées ici, que j'ai mis en jaune, bah en fait, il n'y avait pas cette information-là et donc du coup, vous étiez peut-être amené à modifier des pièces qui n'étaient pas avec les mêmes positions et potentiellement vous cassiez des choses. Voilà, petite nouveauté par rapport à ça. Une nouveauté qui s'appelle aussi le Play Mode quand vous êtes en train bah, justement de générer votre DriveWorks 3D et créer votre DriveWorks 3D. Le Play Mode, hein, ça permet justement de tester des entités normalement désactivées, parce que par défaut, quand vous êtes en train de créer votre Drive 3D, vous n'avez pas la vraie vision de ce que l'utilisateur verra dans le configurateur. Donc généralement, la technique qu'on a, bah, c'est qu'on exécute une spec et on regarde ce qui se passe. Sauf que bah, c'est pas toujours très pratique, parce que ça fait sortir de l'édition de Drive 3D pour y retourner ensuite. Tandis que là, voilà, vous activez le Play Mode et vous pouvez afficher tous les effets d'animation, tous les pan rotate, les clics macro over, enfin les choses comme ça. Tout ça, ça devient actif. Aussi une nouveauté qui elle est super intéressante, les textures avec valeur alpha qui sont disponibles dans DriveWorks 3D. Alors pareil, moi j'ai eu des cas où ça c'est une bonne nouvelle que ça arrive. J'ai eu des cas où effectivement on faisait un visuel avec bah, je sais pas, une tôle découpée qui a un décor, on va pas s'amuser forcément on va pas forcément s'amuser à intégrer le 3D avec le décor qui est ultra complexe. C'est beaucoup plus simple d'intégrer simplement une texture qui donne l'illusion qu'on a une tôle découpée. Parce que sur le DriveWorks 3D, on s'en fiche, on veut juste avoir quelque chose qui soit suffisamment représentatif. On n'a pas besoin d'avoir le 3D exact. Donc des fois, une texture qui donne l'impression que la tôle est découpée avec un décor bien particulier, c'est ultra simple à intégrer dans DriveWorks 3D, contrairement au 3D qui est un peu plus lourd à intégrer. Donc le fait de pouvoir directement utiliser ces textures avec la valeur alpha, ça c'est vraiment une bonne nouvelle qui va pouvoir beaucoup nous aider sur la représentation des 3D au sein par exemple d'un configurateur web ou quelque chose comme ça. Voilà sur la partie DriveWorks 3D et là on arrive plus euh, sur la partie DriveWorks Live avec l'integration theme. Donc l'integration theme c'est quelque chose qui a été introduit déjà en DriveWorks 18 qui est tous des outils pour effectivement avoir l'application, enfin la version web de DriveWorks, et en tout cas le configurateur web de DriveWorks. Et lui, il a été beaucoup amélioré. Je vais un peu vous en parler. Pour un peu vous en parler, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur, soit vous l'installez vous, et vous auriez la même chose, soit DriveWorks, ils ont rendu disponible un site qui s'appelle webapi.driveworkslive.com qui permet d'accéder à l'aide que vous auriez si jamais vous installiez le DriveWorks Integration Theme, avec voilà, beaucoup d'exemples, beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que vous avez sur ce site web API? Donc, c'est toute la documentation associée à l'Integration Theme de DriveWorks Live. Et en fait, ce qui vous explique, donc déjà, c'est comment le mettre en place. Généralement, pour le mettre en place, il y a deux choses à faire. Première chose, c'est d'aller éditer un fichier qui s'appelle driveworksconfiguruser.xml. Ce fichier-là, globalement, ce qu'il faut renseigner, ça va être, hop, je vais sur les choses qui sont les plus importantes. Tac, 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 voilà, c'est ça. C'est quel groupe on souhaite rendre accessible via le DriveWorks Live. Donc là, c'est voilà, le nom du groupe. Enfin, on lui donne un nom, le serveur, le nom du groupe et quel utilisateur par défaut ça utilise si on veut pouvoir permettre l'utilisation de DriveWorks Live du configurateur sans forcément renseigner un login mot de passe. On peut en renseigner un par défaut à cet endroit-là. Voilà. Et après, des permissions sur les différents projets si nécessaire. Donc voilà là-dessus, donc ça, c'est la première chose à faire, c'est piloter ce DriveWorks configuruser.xml pour définir tous les paramètres, donc tout expliqué dans l'aide évidemment. Et ensuite, bah, c'est l'interface du configurateur web. Alors, je vais y venir. Donc effectivement, il y a un fichier JavaScript. Et ensuite, bah,
tout finalement le site en lui-même, toute cette interface-là, c'est simplement un fichier HTML avec un fichier .js. Et donc pareil, ce fichier .js, il faut aller le configurer, simplement dire sur quel site on accède, ce genre de choses. Voilà. Donc voilà pour Integration Theme. Et une fois qu'on est là-dedans, vous pouvez aller dans Client SDK Example et vous avez plein d'exemples de code HTML à renseigner si vous voulez effectivement avoir la possibilité de lister les projets. Voilà, donc en fait, il vous explique, il va falloir ajouter ce, ce, ce fichier JavaScript qui permet effectivement, quand vous renseignez ça dans votre fichier HTML et sur fichier JavaScript associé, ça permet, comme on le voit ici, d'afficher les différents projets disponibles dans votre groupe. Si on veut afficher une spécification, voilà, et démarrer une spécification, c'est ça que vous devez faire. Enfin, ça c'est pour afficher les spécifications, pardon. Pour afficher un form, c'est cette chose-là, par exemple. Tac, tac, voilà. Les transitions pour accéder aux macros. Enfin voilà, vous avez tous les exemples ici des fichiers à intégrer pour pouvoir accéder à ces informations-là. Et donc là, après, vous avez plein d'exemples. Alors, tac, de, euh, de à quoi pourrait ressembler effectivement votre DriveWorks Live. Donc, par exemple, là, ils ont fait un thème corporate website qui ressemble effectivement à l'élément quand on démarre DriveWorks Live avec la liste de tous les projets. Donc ça, on va dire que c'est le plus classique, hein, avec les projets, l'historique, voilà, l'accès au Drive App, les choses comme ça. Hop, on revient un petit cran en arrière. Si jamais vous voulez que l'utilisateur accède directement au, euh, au configurateur, vous avez un exemple d'un ce qu'ils ont appelé le Simple Full Screen qui exécute directement le configurateur web en plein écran. Donc là, ils ont choisi un des projets au hasard, qui est celui-ci par exemple. Et on voit que là, du coup, ils vous proposent voilà, ce bout de code qui permet d'afficher directement le site en plein écran, le embed, par exemple, si vous avez votre site, qui est votre site à vous, hein, qui est autour, et vous voulez afficher votre configurateur simplement dans une page comme ici. Donc là, vous avez votre site qui peut être votre site web de votre boîte, hein, par exemple, et vous avez un onglet configurateur et ça vous ouvre effectivement au milieu de votre site le configurateur comme ça. Un exemple de dashboard, voilà, avec effectivement, pourquoi pas les utilisateurs connectés, le nombre de documents générés, ce genre de choses. Voilà. Et la notion de Drive App, j'en parle juste après. Mais là, la Drive App avec par exemple un accès à CPQ. Alors, je suis pas sûr qu'il soit mis en place celui-là. Il y a un dashboard. Ouais, voilà. Si on a au moins un dashboard ici du site d'une Drive App. Voilà là-dessus. Voilà, et aussi plein de documents pour la partie serveur API. Et donc ça, pareil, la partie serveur API, c'est aussi super intéressant pour tester si jamais vous voulez depuis l'extérieur lancer des spécifications, vous connecter. Voilà, vous avez toute la documentation associée. Donc un gros pavé là-dessus. Mais en tout cas, c'était important de vous montrer ça. Là-dessus, généralement, c'est assez complexe hein, parce qu'effectivement, on se rapproche d'un peu de développement web pour le mettre en place, bien que vous avez tous les exemples qui sont déjà faits, donc tout packagé. Donc, si jamais vous avez juste besoin de mettre votre configurateur plein écran, vous avez juste à prendre ce template-là, hein. Voilà, vous avez le code source qui est disponible, qui ressemble à ça hein, finalement avec le fichier config.js. Donc, tout est disponible. Et si on va aller plus loin, vous avez toute la documentation qui permet d'aller plus loin là-dessus à ce niveau-là. Euh, voilà sur l'intégration theme, vraiment plein de nouveautés. En vrai, c'est quand ils ont ajouté l'intégration theme, pareil, ça ouvre une porte immense sur l'intégration d'un configurateur web sur de l'existant ou la possibilité voilà, de piloter le configurateur web depuis d'autres sites. On a même certains clients qui vont utiliser cette integration theme pour piloter un projet DriveWorks, mais en utilisant un formulaire web qu'ils ont complètement fait eux de leur côté. Donc en fait, ils n'utilisent pas l'outil de formulaire de DriveWorks, ils utilisent leur outil de formulaire qui permet de faire vraiment le formulaire comme ils veulent. Et effectivement, à certains moments, il y a des actions dans leur formulaire à eux qui vient lancer via l'integration theme le DriveWorks, le projet DriveWorks.
Donc vraiment, ça ouvre des portes assez intéressantes sur l'intégration, comme son nom l'indique, l'intégration de DriveWorks au sein d'autres outils web, peu importe lesquels. Voilà sur la partie DriveWorks Live. Continuons sur DriveWorks User, DriveWorks Autopilot, DriveWorks User, DriveWorks Autopilot et DriveUp. Première chose, DriveWorks User, qui vous permet d'installer une application sur un ordinateur pour pouvoir accéder au formulaire web, formulaire DriveWorks, au projet DriveWorks, pas web, hein, justement. Il existe un nouveau mode qui est intéressant, qui permet d'exécuter DriveWorks User en ce qu'il appelle en kiosks mode. Donc le kiosque mode, alors c'est un peu dommage parce que j'ai pas d'exemple pour le voir, mais globalement ça vous lance directement le projet en full screen via l'application DriveWorks User. Donc il n'y a pas DriveWorks User à lancer, aller dans le Specification Explorer, faire une nouvelle spécification. Voilà, ça lance directement le configurateur. Donc en mode kiosque, hein, donc en fait en full screen, directement vous êtes dans le configurateur. Et pour l'activer, faut aller dans les options de DriveWorks User et vous avez effectivement la possibilité bah, de bloquer ou pas, mais en tout cas de proposer des options sur le kiosque mode. Donc déjà de verrouiller peut-être le kiosque mode pour être sûr que l'utilisateur n'accède que à DriveWorks via le kiosque mode. Et vous pouvez aussi mettre un pin number donc pour pouvoir déverrouiller l'accès au projet, pouvoir renseigner un code PIN finalement. Hein. Voilà. Avec un lock screen logo, enfin bon, on peut imaginer certaines choses. Donc en gros, ça vous permet d'avoir un peu une application qui vous permet de démarrer le configurateur en full screen. L'intérêt qu'ils ont fait ça, c'est si jamais, je ne sais pas, par hasard, demain vous allez sur un salon et vous voulez effectivement montrer votre configurateur web sur un ordinateur, vous pouvez mettre en mode kiosque mode et du coup, c'est en full screen. Ils peuvent pas en sortir, c'est verrouillé avec le code PIN. Enfin bref, ça permet un peu de verrouiller les choses. Pour exécuter le kiosque mode directement depuis un raccourci, vous pouvez le faire. Donc en fait, vous devez faire un raccourci qui est implanté sur driversuser.exe et en fait, dans ce raccourci-là, vous pouvez effectivement rajouter derrière, hein, derrière dans le chemin de raccourci slash groupe, donc le nom du groupe, le username, password, voilà, toutes les informations ici qui permettent directement de démarrer via un raccourci le kiosque mode comme il faut. On le voit un petit peu ici, la capture d'écran n'est pas folle. On voit un petit slash avec tous les paramètres que j'ai réécrits ici. Voilà, sur DriveWorks User. Continuons sur l'autopilote. L'autopilote, vous avez un nouveau connecteur qui est arrivé. Alors, je suis désolé, effectivement, vous voyez que chez moi, les icônes, ils ont disparu. C'est juste, c'est moi qui ai un souci. Normalement, vous continuez à avoir les icônes correctement, logiquement. Hop, où est-ce qu'il est passé? Voilà. Donc, vous avez un nouveau connecteur. Donc, les connecteurs dans l'autopilote, ça permet de scanner des choses pour exécuter des tâches, globalement, de manière très générale. Donc, soit scanner un dossier, dès qu'il se passe des choses dans un dossier, ça exécute des tâches, soit un web service, soit une base de données. Et maintenant, vous en avez un nouveau qui s'appelle le scheduler. Alors ça, c'est top en fait, parce que du coup, ça vous permet d'exécuter des actions de manière régulière, exécuter des choses de manière régulière. Et par exemple, moi, les premiers cas où j'ai commencé à l'utiliser, c'est que j'ai certains clients qui ont besoin d'importer de manière régulière, tous les matins par exemple, la mise à jour des prix qui sont issus de l'ERP. Donc ça peut être en passant par effectivement le connecteur en scheduler qui va travailler voilà, on définit le X temps qu'on souhaite, hein, qui va effectivement exécuter une tâche, donc run project. Donc après c'est un petit projet que ça exécute et il fait ce qu'il veut. Voilà. Et donc on fait ça. Donc ça peut être faire là l'exemple que j'ai c'est pour faire des imports de données. Un autre exemple que j'ai c'est pour faire un rapport toutes les 4 heures. Il y a un rapport Excel qui est généré qui ensuite peut être utilisé par d'autres utilisateurs pour aller chercher de la data. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc on peut en trouver beaucoup d'utilités. Mais en tout cas, c'est vraiment top de pouvoir effectivement utiliser le scheduler directement via un nouveau connecteur. Voilà là-dessus. Ça, vraiment top ça. Par exemple, on peut connecter ça, le scheduler, j'y pense, hein, parce qu'effectivement, c'est aussi un autre exemple que j'avais, avec des tâches régulières qui sont des tâches de génération de tasks qui viennent faire des déplacements de dossiers, déplacements de fichiers ou des choses comme ça. Donc en fait, de manière régulière, il y a un clean
du dossier spécification qui se fait pour mettre ça dans un autre serveur en archivage, par exemple. C'est une aussi des utilités qu'on a eu avec l'autopilote. Continuons sur la partie Drive App. Aussi, pareil, très grosse nouveauté sur la version 19 de DriveWorks, les Drive Apps. Donc, les Drive Apps, c'est des templates qui sont intégrés dans DriveWorks. Donc, 3 templates sont existants aujourd'hui, le CPQ, Configure Price on Quote, le dashboard et le scheduler. Donc, ces différents templates. Alors, je vais retourner sur l'administrator. Voilà, pour créer une nouvelle Drive App, vous allez dans Drive App Administration. Et donc là, vous pouvez faire Ajouter. Vous sélectionnez un des templates de Drive App que vous avez ici. Hein. Je vais prendre par exemple le dashboard, faites Next. Vous lui donnez un nom. Dashboard What's New. Il y a des start parameters, donc ça c'est défini sur le type de projet. Enfin, faut voir dans toute la documentation en ligne, vous avez des start parameters qui permet au démarrage d'avoir l'interface qui est peut-être modifiée potentiellement, des choses comme ça. Voilà, vous choisissez la base où vous souhaitez intégrer votre Drive App. Donc nous, on va le mettre dans une base de données, dans une nouvelle base de données, pardon, qu'on va appeler exemple 02. Tac. Voilà. Et donc là, il vous crée une nouvelle Drive App. Donc la première chose à faire, c'est Enable. Quand vous faites Enable, ça arrive sur la partie inférieure, là, les Drive App. Première chose qu'il va faire, justement, ça écrit des choses dans une autre base de données SQL. Donc lui, en fait, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient aller, il y a un script qui vient créer toute la base de données SQL. Et donc une fois que c'est fait, voilà, vous arrivez dans un exemple de Drive App. Donc là, c'est un exemple de dashboard. Ce dashboard, il permet pas grand-chose pour l'instant, mais c'est un exemple qui permet voilà, d'exécuter par exemple le site Drive App, DriveWorks Live, qui permet d'accéder aux spécifications du groupe, qui permet d'accéder aux documents générés. Bon là, il n'y en a pas sur ce groupe-là. Voilà, sécurité, faire des graphiques, des choses comme ça. Voilà. Donc il y a déjà pas mal de petits exemples qui sont faits. Donc ça, c'est complètement personnalisable. Donc vous avez ça sur un dashboard, vous avez effectivement la partie CPQ qui permet de faire du configure price on quote et de vous créer un catalogue d'éléments accessibles directement via cette interface-là hein, pour faire des devis, des choses comme ça. Et vous avez aussi un scheduler en Drive App qui permet de faire des tâches automatisées. Si je vais bien démarrer chez moi. Qui est connecté d'ailleurs avec l'autopilote, hein, justement, qui permet de faire des tâches automatisées de manière régulière. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir envie, j'ai dû faire quelque chose qui allait pas, c'est pas grave. Mais voilà, tous ces templates Drive App qui permet de rapidement mettre en place pas mal de choses. Donc voilà pour les nouveautés DriveWorks 19 et 19 SP1. J'espère que ça vous aura intéressé. Si jamais vous souhaitez en parler plus en détail, voilà, vous avez un lien Calendly. Donc ça, dans le GoToWebinar, normalement, vous pouvez télécharger un document. C'est ces deux slides qui vous permettent d'accéder au lien Calendly pour prendre un rendez-vous avec votre commercial si vous voulez reparler des nouveautés de DriveWorks 19 et que vous voulez, je sais pas, aller plus loin là-dessus, vous pouvez le faire. Et si jamais vous voulez donner votre avis sur ce webinaire, voilà, pareil, vous avez un lien pour donner votre avis. Voilà sur les nouveautés DriveWorks. Donc maintenant, je vais attendre quelques minutes. Si jamais il y a des questions, bah écoutez, n'hésitez pas.
Ok, bah écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Bah, écoutez, c'est que c'était, j'imagine, c'est que c'était clair. En tout cas, bah moi je vous remercie de votre attention. Voilà, hein, si vous voulez en discuter de DriveWorks 19 ou des projets que vous avez, bah écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. Pareil, par rapport à toutes ces nouveautés, il y a plein, effectivement, comme je dis, ça ouvre des portes. C'est pas forcément clair de voir ce qu'on peut en faire tout de suite dans un premier lieu, mais généralement, parlez-nous de ce que vous souhaitez mettre en place, et nous, justement, par rapport à toutes ces nouveautés, des choses comme ça, on a peut-être des idées en utilisant des fonctionnalités de DriveWorks par différents moyens. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous remercie de votre attention, et puis, bah, écoutez, moi, je vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end. Merci, au revoir.